Christophe Regoubi, je travaille chez Airbus en tant que data scientist. Je fais aussi partie de l'association Toulouse DataVis, donc très sensible aux visualisations de données. Et le week-end, je fais du développement de package Torch sur R. Du coup, petit disclaimer, mon employeur n'y est pour rien dans ce talk. Quand on parle de deep learning et de Torch, il faut savoir à qui on parle. Alors, qui dans la salle fait du deep learning? 3-4 personnes. Qui fait du deep learning avec Keras, TensorFlow? 2 personnes, bravo. 3 personnes, donc c'est assez représentatif. Vous faites avec du TensorFlow R, bien sûr. Non, l'autre. Oui. Donc vous êtes comme les 50 000 personnes qui téléchargent R, TensorFlow, Keras chaque mois. Qui le fait avec Torch? Oui, 2. Alors, vous êtes surreprésentés aujourd'hui parce que on n'est que 5000 à le télécharger chaque mois, Torch pour R. Et qui a déjà utilisé le package Tabnet? Ah bien, alors là aussi c'est surreprésenté parce qu'on n'est que 500 à le télécharger par mois. C'est bon de remettre cette hiérarchie et on va prouver ensemble à tous les autres qu'ils ont tort et de ne pas faire du deep learning et de ne pas le faire avec Torch pour R. Keras, TensorFlow ou le deep learning chez Python, c'est super, sauf que pour nous, on est obligé de faire une formation Python pour les utilisateurs de R. Je pense que cette excellente formation de la SFDS, malheureusement, personne n'a pu y goûter parce qu'elle avait atteint sa capacité maximum. Donc il y a une vraie demande, mais juste c'est trop difficile. Et en fait, avec Torch, eh bien, c'est inutile. Pourquoi on a envie de se passer de Python? Parce que XKCD, il y a longtemps déjà, avait décrit l'univers de Python sur votre PC. Et on parle de Python 2.6, donc on doit être il y a 10 ans, quelque chose comme ça. C'était il y a 10 ans. Et depuis, Python sur votre PC, pour faire du deep learning, il faut remplir la case d'à côté, c'est qu'il faut installer des drivers logiciels de la carte GPU et tout un tas de stacks au-dessus pour arriver à ce que Python fasse vraiment du deep learning à bonne vitesse, c'est-à-dire en utilisant la GPU. Et là, il reste une partie vierge sur le slide, c'est pour les autres GPU, pour les architectures AMD, ARM, M1, M2 de chez Macintosh, etc. Donc, très vite, pour éviter ça, la communauté R a inventé Torch pour R, qui est en fait un ensemble de packages qui s'appelle le MLverse. On a pris le dessus sur tout ce qui est ML, et qui est autour de Torch. Donc autour de Torch, qui est juste le portage exactement vers langage pour langage de Torch, de PyTorch, donc c'est exactement les mêmes commandes, les mêmes paramètres, les mêmes valeurs. Il y a tout un tas il y a un écosystème de packages autour. Et en plus, un très beau site web pour accueillir les nouveaux arrivants. Alors vous me direz, attendez, pourquoi réinventer l'eau chaude en R alors que ça existe en Python? D'abord, et premièrement, et c'est très important, la facilité d'installation. Vous allez installer tout le stack, GPU et tout le tralala en une ligne de commande sans vous poser la question de la version de CUDA qui marche sur CUDNN, qui marche sur mon driver, etc. La frugalité de l'installation, il n'y a pas 200 librairies à installer, il y a un seul fichier, il n'y a même rien à installer, il suffit de mettre la commande d'install package Torch. La qualité des articles de blog, une fois de plus la documentation. L'écosystème des packages qui est très actif, et la cheat sheet que je suis très heureux de vous proposer, c'est moi qui l'ai écrite. Et alors, comme juste avant moi, c'était la question du langage, est-ce qu'on doit parler en anglais ou en français dans R? Pour la conférence d'aujourd'hui, je vous en ai fait une en français et une en anglais. Elles sont dans un pull request chez RStudio Cheat Sheet, donc elles sont pas encore, il y en a une qui n'est pas encore disponible et l'autre mise à jour.
Prenez-en une en partant, ne vous trompez pas de tas, hein, il y a un tas anglais, un tas français, ne l'oubliez pas à la fin de la conférence. Donc je vous ai vendu, c'était très facile à installer. Voilà la démonstration. Vous écrivez la première fois que vous écrivez librairie Torch, il va aller installer les deux fichiers libtorch, donc qui est le noyau en C de Torch, hein, qui est commun à Python et à R, hein, c'est le même. Et vous voyez que c'est très petit. Essayez de faire ça en Python. Alors, il y a plein de dépendances, donc il va vous télécharger quelque chose comme 500 mégas. Et puis, ça va prendre un temps fou et ça risque de pas marcher. Et un deuxième binaire qui est le mapping, donc ça s'appelle Lanterne, qui est le mapping entre cette lib torch et R. Vous voyez que la commande librairie torch choisit toute seule le bon OS, le bon CUDA si vous avez une GPU détectée, et tout se fait en toute transparence. Si vous êtes un super utilisateur, n'oubliez, il faut ajouter le timeout, ça c'est quand vous avez comme moi une liaison ADSL un peu légère. Et si vous êtes un développeur torche, vous voulez utiliser des fichiers locaux, ou si votre serveur n'est pas connecté à Internet, ça marche aussi et ça reste hyper simple. Donc ça c'est le plus compliqué qu'on puisse faire. Voilà pour Torch. J'espère que je vous ai convaincu de venir sur Torch. Il y a un truc que je n'ai pas dit sur Torch et qui est super confortable pour les développeurs R, c'est que dans Torch pour R, tout est indexé à 1. Donc les colonnes de votre tensor, c'est la colonne 1, c'est la première colonne. La ligne 1, c'est la première ligne. La dimension 1, c'est la première dimension. C'est-à-dire que tout devient facile. Parlons maintenant de Tabnet. Alors, Tabnet, c'est une réimplémentation de Tabnet qui vient d'un papier de recherche de 2019 fait par Google Research sur une solution d'attention pour des matrices tabulaires. Il y a plusieurs implémentations dans Google Research, ils mettent tout sur leur GitHub, donc c'est facile. Les implémentations spécifiques, il y a DreamQuark et AI, qui est exactement le code que j'ai porté mot à mot de PyTorch à PyTorch. Et il y en a d'autres en Go, en TensorFlow bien sûr. La version 0.4 est sur le crâne depuis quelques semaines et c'est ma première publication sur le crâne. J'en ai eu une énorme fierté. Avant, c'était Daniel Falbel, qui est le développeur de Torch R, qui publiait le package. Donc je suis un jeune mainteneur de package. On soulève le capot très vite sur comment ça marche, Tabnet. C'est un encodeur et un décodeur qui va permettre de faire une première phase de pré-training du modèle. C'est-à-dire que en fait, l'amélioration que Tabnet, le papier de recherche a amené, c'est on va être capable de faire de l'entraînement non supervisé sur des données tabulaires. Quelle est cette recette magique d'entraînement non supervisé? C'est on applique un masque sur les données, donc on masque quelques échanges un peu partout sur le tableau de données, et on demande au modèle de les reconstruire en faisant le moins d'erreurs possible. Donc le modèle apprend à une connaissance intrinsèque des données. Pour le moment, on n'a pas de colonne d'outcome, c'est juste intrinsèque des données. Et on se dit que des données non annotées, il y en a plein dans la nature. Il y a beaucoup de datasets bien formés pour faire de l'entraînement de modèles qui sont annotés. En général, ils sont petits, des données non annotées. On peut imaginer qu'on en a un facteur d'échelle plus grand. Une fois qu'on a fini l'entraînement non supervisé, on peut passer à de l'entraînement supervisé. Donc on a une colonne d'outcome, je ne sais plus laquelle c'est qui est payé qui reçoit plus de 50 000 $ sur cet exemple-là. Et on peut faire bien sûr la prédiction supervisée classique. Je referme le capot du papier de recherche qui dit comment ça marche. Mais avant de refermer le capot, je mentionne que pour la première fois, vous avez un modèle de deep learning qui n'a pas de problème avec des valeurs manquantes. Jusqu'à maintenant, et
partout ailleurs, quand vous avez une valeur manquante dans une entrée du deep learning, le modèle casse, le framework casse. Là, pour la première fois, on va savoir le traiter. Et du coup, et c'est un avantage compétitif du package Tabnet de R, vous n'avez pas besoin d'enlever les valeurs manquantes de votre dataset. Donc le modèle va être capable d'apprendre et d'inférer, même si vous avez des valeurs manquantes. J'y reviendrai plus tard. Je vais dérouler maintenant un exemple, très vite. Un jeu de données de la ville, un jeu de données du prix des maisons. J'ai pris celui-là parce que en fait, c'est typiquement le jeu de données où on peut avoir plein de données non annotées, mais on n'a pas les prix. Et donc on peut se dire qu'on va pouvoir faire de l'entraînement supervisé. Je vous montre très vite, la syntaxe. Vous reconnaissez, alors on peut mettre en entrée soit des data frames, soit une formula, soit une recipe. Donc c'est là où on est entièrement intégré au package, au TD model. Donc l'entrée de TabletFit, c'est une recipe. Et donc vous imaginez, comme vous avez suivi l'excellent tutoriel sur TD Model hier matin, que tout vous est disponible sur un workflow complètement correct de machine learning. Les outcomes, vous le voyez, c'est un point près, donc c'est conforme aussi à TD Model, donc l'intégration sera parfaite. La même chose pour de la classification, je passe très vite. Normalement, vous trouvez ça dans la documentation. À nouveau, au moment de l'inférence, près de underscore class, c'est ce qu'attendent tous les packages de TD Model. Et du coup, voilà l'exemple. Ça s'intègre à un workflow. Le nom du modèle, c'est Tabnet. On a des paramètres qu'on peut intégrer à la librairie Tune pour rechercher les meilleurs hyperparamètres. C'est un modèle où on met un mode de régression. Enfin, ça dépend évidemment des données qu'on a mis en entrée. Et on fait un set engine qui est torche. On a instrumenté le modèle avec ggplot autoplot, donc pas besoin de se poser la question de la syntaxe. Donc vous mettez autoplot sur votre modèle, soit de régression, soit de classification. Vous avez la courbe d'entraînement avec des points sur les snapshots, sur les checkpoints du modèle que vous allez pouvoir récupérer, enfin sur lesquels vous allez pouvoir reprendre l'apprentissage. On peut sauver le modèle en format RDS. C'est en train de changer parce que Torch est en train d'adopter Torch pour R est en train d'adopter le format d'enregistrement de Hugging Face qui est beaucoup plus rapide que ça et compatible avec Python. On peut reprendre l'entraînement sur un modèle. Typiquement, il y a quelques contraintes. Typiquement, ici, ma courbe de validation, elle remonte ici. Donc, je vais reprendre ce checkpoint et reprendre mon entraînement avec peut-être un autre learning rate, peut-être un autre batch size. Le pré-training, c'est la même chose, sauf que il n'y a pas besoin de while, évidemment, la fonction n'en tient pas compte, c'est juste pour être conforme des entrées. C'est Tabnet pre-train au lieu de Tabnet fit, et vous récupérez un modèle que vous allez réutiliser comme entrée du modèle de Tabnet fit avec Tabnet modèle égale le modèle à partir duquel vous voulez continuer l'entraînement. Un autre avantage considérable de Tabnet, c'est l'interprétabilité. Donc Tabnet renvoie la carte d'attention du modèle sur chacun des samples de votre dataset. Alors là, c'est un petit peu difficile à voir, mais vous pouvez voir pour chaque prédiction quelle est la variable sur laquelle le modèle a le plus regardé. En plus de ce qui est disponible de toute façon, qui est l'importance des variables avec le package VIP. Donc vous pouvez aussi voir l'importance globale des variables. Là, vous avez l'importance locale de chaque variable. Vous pouvez la voir layer par layer. Les nouveautés de la version 0.4, il est bon d'en parler. Je vous ai parlé des données manquantes.
rien ne change. Donc en fait, c'est juste dans votre récipient, vous pouvez oublier la ligne pour enlever les données manquantes ou les imputer ou n'importe quoi. Ça marche sans. Et depuis peu, il y a le multi-outcome. Et c'est intéressant pour ça. Il y a eu un pull request dans Hardhat qui n'avait pas de sortie multi-outcome. Et donc c'est Tamnet qui l'a poussé. Et voilà, je vous laisse la comparaison avec la concurrence pour répondre à vos questions. Question. Si. Merci pour cette super présentation. Un des désavantages que je trouvais à TensorFlow, quand je l'ai utilisé brièvement, c'est que quand on faisait un feed, en fait, ça mettait à jour le modèle. Et on n'avait pas on ne pouvait pas le réaffecter en fait, dans un nouveau modèle, comme ça se fait en Python. Et là, du coup, ça n'a pas l'air d'être le cas avec la NET. Non, alors là vous avez accès à tout. Alors vous pouvez enregistrer le modèle dans un fichier à n'importe quel moment, mais vous pouvez, comme il y a une option from model dans la commande de fit ou de pretrain, vous pouvez reprendre un entraînement à partir de n'importe quel modèle sur le disque ou en mémoire, en précisant l'époque à laquelle vous voulez reprendre cet entraînement. Et sinon, vous avez aussi dit que ça marchait avec une formule, ça marchait avec un préprocessing de récipient. Oui, ça marche avec une entrée qui est une récipient. Donc dans la récipient, vous mettez tout ce que vous voulez comme récipient. Là, c'est le pré-processing des données, c'est libre à vous. C'est une question plus par rapport au MLVerse. Je ne sais pas si je peux te poser cette question. Bien sûr. Parce que j'aime beaucoup le petit écosystème là autour. Et j'aime beaucoup aussi CUDA-ML. Ah, j'ai jamais regardé CUDA-ML. Oui. Donc c'est la réimplémentation sur GPU d'une série de modèles de machine learning. Il y a du random forest, il y a du cas plus proche voisin, il y a plein de choses. Et ça marche bien, mais il n'y a plus un commit depuis janvier 2022. Ça me fait un peu peur. Alors, je ne sais pas parler de ce package, j'ai regardé, ça m'a plu, mais je ne l'ai jamais essayé. C'est un super appel à la communauté. N'hésitez pas à faire des pull requests sur tous les packages de MLverse. Pourquoi c'est intéressant de les héberger dans MLverse? C'est parce que c'est RStudio qui paye tous les workers. Comme vous le voyez là, tout le code est testé intégralement sur 3 OS en CPU et en GPU. Et donc c'est des workers qui coûtent cher Et là, avec MLverse, on ne s'occupe pas du nombre de pull requests et tout est intégralement testé. Donc c'est super rassurant parce que des fois il y a des codes qui ne marchent pas sur GPU dans un OS avec une version de R, etc. Je pense qu'il y a 2 versions de R. Donc, je ne peux pas parler de CUDA-ML. Après, énormément du MLverse est livré par Daniel Falbel, qui livre en même temps Keras TensorFlow pour R, Torch pour R, qui lui donne beaucoup de boulot, et des contributions dans plein d'autres packages. Oui, je pense que s'il n'y a pas assez de réactions de la communauté en disant j'adore et je voudrais ça, faites des issues en demandant des features, mettez des étoiles dans GitHub et peut-être qu'il verra qu'il faut passer un peu de temps sur celui-là. C'est un appel à la communauté, donc rejoignez le MLverse, faites des issues, faites des pull requests. Oui, alors il faut trouver. Oui, c'est moi qui fais le pull request chez Hardhat. Et c'était pas facile. Vous avez vu le format de sortie de la colonne. Quand c'est c'est assez compliqué quand c'est du multi-output de classification. Et quand on demande les probabilités. Donc il y a une colonne par classe pour avoir la probabilité de la classe.
pour chacun des... Donc c'est un Tibble qui a un format un petit peu avancé. Mais oui, maintenant vous avez multi-output avec RDAT, donc profitez-en. Et je ne sais pas, il faut regarder.